Et bienvenue les amis, bienvenue dans le 421e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors je vois les chiffres qui augmentent, je vais quand même resituer, prendre quelques secondes pour resituer un tout petit peu. Les anciens, les habitués du Coup Tordu ne m'en voudront pas, mais je voudrais pas qu'il y ait des gens qui nous rejoignent dans le Coup Tordu, qui se sentent un peu largués, qui aient l'impression de monter dans un bateau qui n'est pas le leur. Moi je veux vraiment qu'on regroupe tous les passionnés, on débat, on discute. Donc le Coup Tordu, c'est des interviews, c'est des previews, on fait énormément de previews de courses cyclistes, on cherche à anticiper, on cherche à savoir ce qui va se passer en fonction des éléments dont on dispose. Il y a énormément de podcasts qui font du débrief, nous on fait l'inverse, on essaye d'anticiper. Donc on est présent sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. On est présent sur une trentaine de plateformes de podcast. On est présent également sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. On a des réseaux qui fonctionnent très très bien. Le TikTok qui a plus de 12 500 abonnés, 7 300 abonnés maintenant sur la page Facebook, plus de 2000, ça y est. On a passé le cap des 2000 sur Instagram. On est sur X également, plus de 3000 abonnés. Donc voilà, quel que soit le réseau social sur lequel vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera toujours avec un immense plaisir. Et donc voilà, on est trois pour faire ce podcast. Enzo alias Analyste Phoenix, que vous avez entendu dans l'épisode précédent, on vous a fait une grande preview des Strade Bianchi 2026, et donc là on se retrouve pour la grande preview de Paris-Nice 2026 qui va débuter ce dimanche 8 mars. Et dans la place pour ce podcast, pour cette grande preview de Paris-Nice, monsieur Thibaut alias Latib. En forme mon Thibaut? Très en forme mon cher Vincent. Écoute, très très bien. Écoute, magnifique Thibaut taquet pour cette grande preview de Paris-Nice. Qu'est-ce que ces dernières heures, c'est vrai que c'est un peu triste quand même ces journées quand il n'y a pas de course là. Là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu de course, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de course depuis 6 mois quoi. Ouais, mais moi ça me va, c'est un peu de repos avant la guerre qui arrive ce week-end, parce qu'on a quand même de très belles courses qui vont commencer, ouais. Avec Saint-Gilles, Strade Bianchi, et après Paris-Nice avec Tirreno. Ouais, ça c'est une semaine que j'adore. D'ailleurs, il y avait un débat à un moment donné de déplacer une des deux courses pour qu'elles aient pas lieu en même temps, parce que c'est vrai que c'est atypique, c'est le seul moment de l'année où on a 2 courses World Tour qui se déroulent simultanément. Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce petit rituel d'avoir Paris-Nice et Tirreno en même temps. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, la semaine prochaine, vous aurez 2 podcasts par jour pour chaque étape de Paris-Nice et pour chaque étape de Tirreno. Pour dimanche, pour la 2e étape de Paris-Nice et pour la première de Tirreno, je ne vous garantis pas, mais je vous le garantis dès lundi soir et tout au long de la semaine prochaine, jusqu'à la fin de Paris-Nice et jusqu'à la fin de Tirreno Adriatico. Thibaut? Et pour dimanche, en sachant que tu es sur place devant un écran géant, et est-ce que ce serait pas l'occasion de te faire un podcast sur place avec les auditeurs qui vont te rejoindre? Alors écoute, s'il y a des gens qui sont sur Triel-sur-Seine, moi je serai à Triel-sur-Seine, donc espace Séné. Il y a mon maire là, le maire de la ville là, Cédric, qui est aussi un copain, qui met un écran géant, qui va faire vraiment les choses bien, donc ça va être sympa. Donc s'il y a des auditeurs du Coup Tordu qui peuvent passer, ça sera avec grand plaisir. Alors après, je vais quand même me méfier d'un truc, Thibaut. Il paraît que quand tu filmes par exemple, parce que je pourrais filmer, faire des TikTok, des trucs comme ça, il paraît que quand tu filmes des courses dont ASO est propriétaire, potentiellement tu peux te faire péter ton compte. Je crois que c'est un peu même si tu filmes la route, mais arrêtez-moi, amis auditeurs du podcast, si j'ai une connerie. Mais je crois que Titima, par exemple, quand il avait fait un peu son Tour de France, même s'il filmait pas forcément les coureurs, parce que Titima, donc des Rockets, des TDT, c'est un ancien coureur professionnel et il pas un grand coureur, mais il avait décidé de faire un Tour de France. Et t'es quelle année, Thibaut? 2021, 2022? Ouais, un truc dans le genre. Ouais, donc il avait décidé de 2021, je crois. Ouais, il avait décidé de faire la route des coureurs, et puis à un moment donné, ASO l'a foutu dehors, parce que il filmait aussi un peu la course et apparemment, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, on arrête si je me trompe, mais tu vois, limite, tu vas filmer une course dont ASO est propriétaire, et ils sont assez, il paraît qu'ils sont assez casse-burnes avec ça. Ouais, peut-être. Je sais pas. Il y a interdiction un peu aussi sur Paris Tour de filmer dans les zones dédiées pour la presse, on va dire, ou au moins demander l'autorisation. Mmh. Donc après c'est soumis à l'autorisation. Est-ce que tu crois que j'ai demandé l'autorisation pour filmer l'arrivée des espoirs? La piraterie n'est jamais finie avec qui? Non, mais oui. On va pas s'emmerder non plus.
Bah non, puis après on essaye aussi. Alors après Paris-Nice c'est des Ça reste un kiff personnel. Hein. Oui, et puis Paris-Nice c'est bon, c'est une course World Tour, mais nous après voilà, humblement on essaye aussi de mettre les coureurs en dégage avant. Aucun bénéfice honnêtement. Ouais. Bon. Je pense pas qu'on soit mauvais pour l'écosystème du cyclisme, hein. Je pense qu'au contraire. Et puis bon, on essaye aussi des fois de donner la parole et de mettre en avant des gens qui sont qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Voilà, c'est aussi un petit peu ce qu'on cherche à faire dans les différentes interviews quand il y a des coureurs qu'on trouve qui ont quelque chose et qui sont pas forcément surmédiatisés. On aime bien aussi mettre. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que même sur les réseaux sociaux, ils sont très à cheval sur toutes les images qu'ils peuvent vendre et qui vont se retrouver sur les comptes, et ils en strike énormément. Donc ils sont vraiment très à cheval sur le droit à l'image. Voilà, donc je vais faire attention, mais voilà, dimanche, si vous êtes du côté de Triel-sur-Seine, voilà, espace Sénède, de 15h à 18h, écran géant, animation, voilà, ça va être très très sympa, vous pouvez y aller en famille, et voilà, on aura peut-être l'occasion de se croiser là-bas. Thibaut, on attaque avec le parcours de ce Paris-Nice ? Ouais, vas-y. Pas de souci, et je te laisse commencer avec cette première étape que tu connais sur le bout des doigts. Exactement, ouais. Donc grande étape entre Achères et Carrières-sous-Poissy. Donc ça va débuter avec une grande boucle. On va revenir par le Vexin. Je crois qu'on va emprunter une partie du parcours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas 2024, 1924. Attends, c'était Paris, c'était 1924 ou 1928 ? Je sais plus, mais enfin voilà, les premiers JO de Paris entre les deux guerres. Donc voilà, ça va revenir. Donc côte de Véteuil, je suis surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas un petit sprint en haut de la côte de Véteuil, parce que ça reste quand même on va dire un point assez connu par les cyclistes du dimanche matin. Donc voilà, c'est des endroits qui sont pas pleins, donc pas plats, donc on va dire quand même qu'on a un début d'étape qui est assez vallonné. Par contre, j'ai pas regardé, Thibaut, j'ai pas analysé, mais je sais aussi que dans les Yvelines, on le voit souvent sur la première étape de Paris-Nice, il y a aussi pas mal d'endroits qui sont, on va dire, complètement à poil. Et est-ce qu'on pourrait pas avoir des bordures 5 km/h. 5 km/h. Donc ça répond à ta question. Mais potentiellement, avec pas mal de vent, on aurait pu aussi avoir des bordures dans la première partie d'étape. Potentiellement. Dans ces zones-là, il y a souvent des petits coups de Trafalgar qui peuvent avoir lieu, mais là, honnêtement, il n'y aura rien. Mais ce qui va nous intéresser sur cette étape, honnêtement, c'est pas le début, c'est plutôt ce circuit final. Ouais. Donc voilà, donc descendre sur Triel-sur-Seine, remonter sur Carrières-sous-Poissy, la côte de Chanteloup-les-Vignes, donc la fameuse côte qui a été utilisée pendant des années dans le trophée des grimpeurs, et donc la poly multipliée à l'ancienne. Donc petit talus d'un petit peu plus d'1 kilomètre. Les graphiques vous mettent du 12% maximum. La réalité, c'est que il y a un passage à 15, 16, 17 voire 18%. Gros. 10%. 18% maximum. Ouais. 18%. Quand tu tournes, à partir du moment que tu as décrit où il y a cette route étroite, tu vas commencer à taper dans les forts pourcentages, et là c'était sur du 15%, ça se radoucit un peu, et puis tu retombes sur le passage le plus élevé à 18%. Exactement. Donc voilà, donc surtout c'est qu'il y a un gros rétrécissement juste avant les pourcentages. Là, il y aura une grosse guerre de placement, et surtout ce qui est compliqué derrière, c'est qu'on ne redescend pas. On a un plateau de 2 km, 2 km et demi. Voilà, la stèle de Pascal Jules qui est tout en haut de la côte. Alors tiens, petite anecdote également que vous ne verrez pas, que vous ne trouverez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, anecdote d'ancien. Une fois que les coureurs sont sur le plateau de Lautil, ils vont faire quelques centaines de mètres. Sur la droite, il y a une ferme. Voilà, ce que vous avez envie d'avoir, pour ceux qui nous écoutent la nuit, voilà, vous allez avoir une histoire qui fait un peu peur. Sur la droite, donc, il y a une ferme, il y a une vieille ferme, et il y a une légende qui raconte, moi c'est mon père qui me l'a raconté, il y a un mec qui s'est pendu à cet endroit-là dans les années 60, et depuis, mon Thibaut, sache qu'il y a son fantôme qui est vu régulièrement, qui apparaît régulièrement à cet endroit-là. Donc est-ce que le fantôme du pendu va gêner la progression des coureurs, ou est-ce qu'il va se passer un truc ? Peut-être, on ne sait pas. Donc voilà, une fois qu'ils sont arrivés en haut de la côte, c'est 500-600 mètres après, on passe à côté de la ferme du pendu. Après, redescente sur Triel-sur-Seine, descente pas véritablement technique, à part un virage en épingle. Et ensuite, c'est pleine balle, tout droit. On a 5 km en tout droit, direction Carrières-sous-Poissy. Le final, les 2 derniers kilomètres, c'est assez à découvert, donc potentiellement ça peut aussi casser à cet endroit-là si jamais il y a du vent, mais je crois que c'est pas trop le cas. Et aussi dans Triel-sur-Seine,
voilà, on va dire qu'en bas de la descente, on est plutôt à l'abri du vent. C'est aussi un peu tortueux dans les rues de Triel, on le voit pas forcément sur les graphiques. Donc pour un homme seul ou pour un petit groupe, il y aura pas forcément un visu tout de suite pour le peloton. Donc ça peut être aussi un petit peu compliqué de s'organiser pour éventuellement aller chercher des mecs à l'avant. Mais on en reparlera quand on vous donnera les pronos de cette première étape. Voilà, j'ai à peu près résumé. À peu près résumé plutôt bien cette première étape. Avec le fameux pendu. Donc, voilà, je te laisse la main pour la suite du parcours, Thibaut. Oui, après, tu connais, là, c'est aussi une région exposée au vent avec cette deuxième étape de Montargis. Y aura-t-il des bordures ou pas à voir suivant les conditions météorologiques du moment. Honnêtement, j'ai pas regardé, donc je peux pas te dire. Et puis le lendemain, on va se taper, se coltiner un contre-la-montre par équipe pour aller du côté de Pouilly-sur-Loire, 23,5 km, et c'est potentiellement là où le GC va commencer à se destiner et où on va avoir une première hiérarchie parmi les leaders, et à savoir ceux qui vont devoir essayer de rattraper du temps. Est-ce qu'ils le feront dès le lendemain à Huchon? Un peu compliqué sur ce type de montée, même s'il y a quelques passages qui sont quand même assez raides, quand à 2 km à 10%, même si la bosse finale en fait 8 à 4,5, tu sais que peut y avoir potentiellement des mouvements et une partie assez sélective. Puis le lendemain, du côté de Colombier-le-Vieux, honnêtement, c'est une des étapes qui est super belle, parce que ce final vraiment en prise, entièrement up and down, pareil, avec des côtes punchy, invite à l'attaque. Et ça va être un peu le leitmotiv de ce Paris-Nice, de cette course au soleil, parce que en fait ces étapes-là, elles sont constamment en prise et elles ouvrent des opportunités pour les coureurs grimpeurs punchers, on va dire. Un peu comme le lendemain avec Apt, c'est pareil, sauf que là tu n'arrives pas au sommet, tu arrives en descente, et vraiment le grand juge de paix pour les grimpeurs, ce sera l'étape numéro 7 avec la montée d'Oron. Rien de bien moche dans l'absolu, mais il faudra quand même avoir de sacrées qualités pour aller s'imposer avant cette étape finale que tu connais et que tout le monde connaît du côté de Nice. ASO, des fois, je suis un peu critique. Je trouve quand même que pour les parcours, ils sont pas mauvais. Mais Yannick Talabardon, il a quand même... franchement, il bosse bien, quoi. Enfin, je trouve qu'on a un joli parcours. Ouais, honnêtement... Tu te dis que là c'est horrible, parce que moi, quand je vois la première étape de Carrière sous Poissy, Tadej Pogačar aurait pu la gagner. Oui. Montargis, absolument pas. Le contrôle à montre par équipe, potentiellement pas. Avec les Éméritis, c'est toujours une belle équipe sur le papier, mais c'est jamais une équipe qui gagne les contre-la-montre par équipe. L'étape numéro 4, il aurait pu la gagner. L'étape numéro 5, il aurait pu la gagner. L'étape numéro 6, il aurait pu la gagner. L'étape numéro 7, il aurait pu la gagner. Et l'étape numéro 8 aussi. Donc, putain, ça fait un beau parcours quand même. Alors après, il y a un truc sur Paris-Nice, c'est que très souvent la dernière étape, alors cette année ils changent un petit peu le profil de la dernière étape pour cause d'élections municipales, il fallait pas bloquer Nice parce que l'arrivée de Paris-Nice, ça sera le premier tour des élections municipales. On a toujours habituellement une dernière étape où on peut faire des coups tactiques, on peut faire un peu des sauts de puce, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On a vu souvent des retournements de situation au classement général, on peut envoyer des équipiers à l'avant. Donc là, on sera plutôt sur une montée sèche, ça sera une course de côte pour la dernière étape. Est-ce que course de côte, non, pas vraiment, mais ça va être une course qui va se déclencher potentiellement de plus loin que d'habitude. Oui, mais attends, la dernière étape, ça se termine en ascension, non? Non, c'est sur le plat. Hop, et là. Ah ouais, non, Nice, ok, oui, d'accord, ok, j'y étais pas. Oui, non, si, oui, non, mais je dis une connerie, non, si, je dis une grosse connerie. Cette dernière étape, oui, si, on peut faire des coups, on peut complètement faire un coup tactique aussi dans cette étape, il y a pas, peut-être un peu moins que d'habitude, mais ça reste quand même dans la tradition des dernières étapes de Paris-Nice. Oui, voilà, ça reste une course en prise. Après, bon, tu connais quand même l'étape de Nice, ça reste quand même
assez explosif et tu peux partir de loin. Donc là, honnêtement, c'est un peu ce à quoi je m'attends pour certains leaders qui tenteront un peu leur va-tout sur cette étape et qui iront un peu de l'avant, on va dire. C'est l'étape de la veille, l'étape d'Oron qui est une course de côte. Alors pour toi, j'ai envie de te demander l'étape Rennes, le point clé, mais j'ai l'impression que Paris-Nice, c'est un peu la particularité, en fait, c'est que ça peut bastonner à tout moment, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, l'étape Rennes de Paris-Nice en termes de classement général, ce sera ce contre-la-montre par équipe. Et à savoir combien d'avance va avoir Jonas Vingegaard sur ses adversaires, parce qu'en fait, c'est à partir de là où tu vas savoir comment il va capitaliser dessus. Ouais. Vraiment, c'est l'étape clé dans la décision de ce qui va se passer ensuite sur les autres étapes et de comment vont agir les autres leaders et comment ça va se dynamiter un peu plus, tu vois. Mais toi, tu penses que même suivant en fait les écarts. Non, mais c'est pas pour moi en fait c'est. Tu penses que s'il sort avec un peu d'avance à la sortie du contre-la-montre par équipe, Visma va jouer défensif? Défensif, ça dépend comment, parce que souvent la meilleure défense c'est l'attaque. Ah mais oui. c'est surtout certaines équipes qui alignent quand même de très beaux grimpeurs punchers qui vont avoir, suivant le débours qu'ils ont, des envies un peu plus prononcées, on va dire. Alors, les deux, on rappelle, Joao Almeida out malade, Mathias Kelmose également, qui est, Ayuso était, je pense, quand même le leader de la Lidl, mais c'est vrai que ça retire quand même une belle carte à Juan Ayuso, donc pareil, out, il sera pas là. Donc deux immenses. Toi, tu mets. On va y aller tout de suite. Tu mets Ayuso dans le match contre Vingegaard ou Vingegaard au-dessus? Compliqué d'avoir des indices sur la forme là. Moi, je pense que je mets Vingegaard quand même au-dessus. On a tendance à dire que oui, c'est début de saison, ils sont peut-être un peu en dents de scie, mais il a toujours globalement réussi ses rentrées. Il en a raté encore, est-ce qu'on peut appeler ça raté, 2 l'année dernière, c'était pas fameux. Il y a 2 ans sur Paris-Nice, voilà, il se fait battre par Gaudu et Tadej Pogačar. Il paraît que c'est Kluge qui avait dit qu'il avait une véritable bonne excuse. Voilà, un truc qui a jamais été rendu public, mais qui disait que déjà mentalement, la manière dont les conditions psychologiques dans lesquelles il était sur ce Paris-Nice où il fait 3e, Kluge avait dit que ça relevait quasiment de l'exploit déjà d'avoir été chercher cette 3e place à ce moment-là. Ouais, donc pour moi, tu vois, il en a raté qu'une sur les dernières années, mais c'est l'année dernière et encore, c'est parce qu'il a pas eu de chance, parce que je pense qu'il était un peu plus sur la défensive et en dilettante, on va dire. Donc moi, je m'inquiète pas. Et puis là, il se fait quand même défoncer. Il va courir beaucoup moins quand même cette année. L'année dernière, il se fait quand même défoncer à la pédale par Almeida avant la chute. Mais on avait quand même un grand Almeida. On avait du bon Almeida. Après, ouais, de toute façon, la clé de ce Paris-Nice, c'est ça. C'est quel Vingegaard on va avoir. Maintenant, on sait qu'il a changé d'entraîneur. On sait qu'il y a eu beaucoup de déchattes du côté de la Visma, du côté depuis le début de l'année, et que là on voit depuis quelques jours, et essentiellement grâce à Christophe Laporte. Pour moi, c'est vraiment Laporte qui les a remis dans le bon sens. Même à Kurn la semaine dernière, la passe décisive pour Mathieu Brinan, c'était quand même impressionnant. Donc on retrouve vraiment. Ils sont globalement bons. Ouais. Regarde le début de saison. Timo Kilic, il est excellent. Mathieu Brinan, il est présent, il capitalise sur son talent. Christophe Laporte est retrouvé. Matteo Jorgensen a quand même très bien répondu aux attentes. Et il est quand même le 2e plus fort derrière Paul Sexas. Donc non. Moi, honnêtement, j'ai pas de doute. Et puis c'est un coureur qui va avoir un programme très allégé en vue du Giro. Il a retardé sa rentrée, mais là, je pense qu'il va vouloir très vite taper du poing sur la table et qu'il va réussir son affaire. Alors après, le truc, il vient de changer d'entraîneur. Ça, c'est vraiment un truc qu'on va pas maîtriser du tout. Après, de manière générale, quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps, que tu es dans une routine, dans des habitudes, dans des trucs, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté, comme dans le foot, le choc psychologique du changement d'entraîneur. Quand tu es un champion aussi, tu commences aussi à te connaître. Je pense qu'il sait comment
comment capitaliser au mieux ses entraînements, son talent, se connaître au maximum. Enfin, c'est pas comme David Gaudu qui change d'entraîneur et qui est totalement invisible jusqu'à présent. Donc d'ailleurs, tu te demandes s'il est présent sur les courses. Là, honnêtement, Jonas Vingegaard, j'ai honnêtement peu de doute sur le fait qu'il répondra présent. Mais Gaudu, voilà, on va faire une parenthèse dans le podcast, hein, mais après, certains vont pas être d'accord. Mais je pense que c'est peut-être un peu con d'avoir raté le virage de la Picnic, hein, parce que bon, maintenant c'est de notoriété publique, hein, ça a été dit, hein, il a failli signer à la Picnic l'année dernière, il n'y a pas été parce que y avait une menace de relégation de la Picnic en Pro Team, mais quand tu vois l'effectif de la Picnic, il aurait... Bon, alors déjà, on sait que c'est une équipe où ça travaille bien quand même, hein. Bon, il y a moins de budget, mais il y a quand même des entraîneurs, il y a une discipline, il y a un truc, et puis surtout, clairement, il se serait vraiment retrouvé leader, quoi, en fait. Dans cette équipe, ça aurait pu peut-être donner un élan, hein. Je trouve que ça aurait été une équipe qui aurait été bien pour lui. Là, c'est déjà dans le discours quand il dit ouais, je vais être encore leader pendant 2 ans et puis après je serai plus leader. Je sais pas, moi je l'aime bien Gaudu, hein, j'ai rien contre. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est lui qui est sur le vélo, voilà, respect des coureurs, des champions. Mais moi j'ai jamais entendu un leader avoir ce discours, se dire pendant 2 ans, je sais pas, toi tu vois Pogacar, Vingegaard, je veux dire que les mecs quand ils ont envie de gagner, quand ils ont vraiment, ils lâchent pas quoi, ils lâchent pas. Donc je trouve que déjà tenir ce discours-là, c'est un peu chelou. Et moi je me demande simplement si petit à petit, alors encore une fois c'est très précoce parce que pour l'instant il a fait qu'une course, très belle course, mais voilà, mais est-ce qu'on n'est pas en train de creuser? Alors on a Grégoire pour les classiques, mais pour les courses à étapes, parce que voilà, Ewan Kostiou va pas prendre le lead petit à petit de l'équipe. En tout cas, il y a la place. Hein. Oui, il y a la place. Et puis après, Gaudu va arriver quand même sur une tranche assez décisive de sa carrière. Et je comprends les 2 ans où il sait que ce sera compliqué ensuite et qu'il va plus être dans la transmission qu'être un pilier de l'équipe. Donc après, il est encore jeune. Ça pourrait être dans 4, tu vois. Ouais, il est encore jeune. Il peut être à la moitié. Il a quoi? Il a 27, 28 ? Mais il est en train de passer son momentum. Et puis, on est sur une nouvelle génération du cyclisme où, honnêtement, est-ce qu'il y aura beaucoup de trentenaires? Et surtout quand les prétentions de David Gaudu et que t'es un peu sur... non, je vais pas dire déclin, mais t'es limité. En fait, t'es limité par rapport à la concurrence. Je pense pas que ce soit un coureur qui... ça aurait pu être un coureur qui, il y a 10 ans, aurait fini sa carrière à 38 ans. Là, honnêtement, possiblement, 33, c'est fini, quoi. Écoute, on verra, mais voilà, moi je reviens sur ce que je dis, c'est que voilà, Gaudu, ses dernières grosses perfs, là, c'est plutôt des perfs de puncher que des perfs de grimpeur, et que peut-être, voilà, il devrait vraiment se spécialiser sur sa filière de base, qui est voilà, les ascensions de 10 minutes, où je pense qu'il peut aller voilà, sur les Ardennaises, sur des flèches wallonnes, sur des efforts un peu en lactique. Je pense qu'il a encore des choses à aller chercher de ce côté-là. Thibaut, on va tout de suite, alors on a dit un petit peu la clé de la course. Alors tiens, chez nos amis de Side Limit, grosse dotation pour la multicourse qui va rassembler Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Donc voilà, ça sera sur les 2 courses. $500 de dotation et 500 000 bidons, ce qui est colossal. C'est-à-dire que les bidons, c'est ce qui vous permet d'acheter des coureurs. Donc soit vous les gardez pour grossir votre galerie, soit vous les revendez, mais c'est une dotation qui est assez colossale, $500 plus 500 000 bidons en jeu sur Paris-Nice. Alors le programme de parrainage, pour l'instant, on va pas le voir tout de suite parce que, je vous dis un petit peu ce qui s'est passé. Ça limite pour ceux qui connaissent pas, c'est le jeu de fantasy sur lequel je joue. On joue avec ses NFT et puis on compose ses équipes en fonction des performances réelles des coureurs. On marque des points et on gagne aussi un petit peu de sous. Alors il y a une législation en ce moment qui est en cours parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que les bookmakers étaient pleins à cause de Sorare, tout ça. Et c'est vrai que les jeux, comment on appelle ça, les jeux numériques monétisables, je crois que c'est le nom, jeu numérique monétisable. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les paris sportifs, on est encore dans un autre domaine. Donc il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place. Valentin de Side Limit a communiqué dessus dans les Discord. Et visiblement, le programme de parrainage a été retoqué. Donc il a dit que sur le fond et sur la forme, il faudrait qu'il revoie sa copie pour le programme de parrainage, même si pour tout le reste, Valentin avait l'air plutôt
content. Alors moi je vous le dis, vous êtes à l'écoute du podcast, ça me casse un peu les burnes, parce que voilà, j'espérais aussi pouvoir avancer dans le jeu, déjà en vous permettant de vous inscrire à Side Limit, en vous faisant croquer des récompenses et moi en récupérant des petits bidons grâce au programme de parrainage. Donc voilà, donc si vous allez sur Side Limit, coup tordu 0 ou pas, voilà, mais en tout cas moi, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Et donc, Thibaut, sur Side Limit, on va aller sur les électrons libres, sur les mecs qui peuvent sortir sur la course, prendre des échappées. C'est quelque chose qui fait marquer énormément de points. Est-ce que tu vois des gars qui vont faire un petit peu les grenadiers voltigeurs sur ce Paris-Nice ? J'en ai un déjà là, de base, que je vois qui peut être appréciable. Après, ça va être des équipes type Total, mais moi, il y en a un qui me plaît, c'est Steinhauser. Ouais. Ah ouais, tu le vois partir la fleur au fusil. Ouais. Il aime bien ce type de parcours. C'est pas un mec qui va jouer le classement général. Il a peut-être plus de chances de s'imposer en résistant au souffle du peloton sur des étapes qui sont vallonnées, les étapes que je t'ai dit, l'enchaînement après le contrôle à monte par équipe. Et il n'y a pas vraiment de leader et pour le classement général dans cette équipe, donc ça va être à tour de rôle à chacun d'aller essayer de chercher un résultat, que ce soit dans le peloton que devant le peloton. On va la jouer comment du côté des UAE là ? On n'a pas Almeida. Est-ce qu'on va aussi un peu tenter des... C'est Brandon. Pavel ? Pour moi, c'est Brandon. Rappelle-toi Bistro Vélo l'année dernière. Pavel nous avait dit que logiquement, il avait le lead ou au moins le co-leader sur Paris-Nice. Tu remarqueras aussi que UAE, et c'est très intelligent de leur part dans le management, aime bien donner, on va dire, une petite carte privilégiée pour les coureurs qui jouent à domicile. On l'a vu pendant des années, par exemple, avec Maïka sur le Tour de Pologne. Donc, et Pavel nous avait dit dans Bistro Vélo que logiquement, sur Paris-Nice, donc ça devait être l'année dernière, je dis ça, il nous avait dit parce que c'est le jour où j'avais été invité dans Bistro Vélo. J'ai été là. Donc c'est pour ça que je dis nous, j'en ai fait une et je remercie encore infiniment le regretté Guillaume Di Gradia pour l'invitation. Voilà, j'en garde un excellent souvenir et un souvenir ému. Et donc, voilà, Pavel nous avait dit qu'en logique sur Paris-Nice, il devait avoir le lead. Après, il est tombé malade, donc il n'était pas complètement rétabli pour Paris-Nice. Mais là, je pense que la prépa de Pavel, c'est pas, pour moi, ils arrivent au moins avec un co-leader sur les deux. Possible, mais je préfère quand même Brandon sur ce type de parcours, on va dire. Après, voilà. Mais l'avantage de Steinhauser, ouais, l'avantage quand je te reviens sur l'électron libre Steinhauser, c'est que au vu de sa forme qu'il nous a montré sur les courses de reprise, de ces étapes qui sont aussi pas mal en prise, c'est un des électrons libres qui peut aussi potentiellement aller chercher un maillot distinctif, à savoir celui de meilleur grimpeur. C'est vrai. C'est vrai. Totalement. Faudra mixer entre les deux, entre Tirreno et Paris-Nice. Moi, au niveau des électrons libres, j'irais plutôt à première vue, plutôt sur Tirreno. Un coureur de la Bardiani, on n'a pas encore la start list complète pour Tirreno Adriatico. Un coureur que j'aime bien, c'est Marcelluzzi de la Bardiani, qu'on avait vu très actif sur le dernier Giro, qui a eu un gros problème de santé en fin de saison dernière. Et voilà, qui peine à retrouver la forme, mais je pense que c'est un mec qui a besoin de faire des efforts, qui a besoin de se montrer à l'avant, et sur des étapes un peu plates sur Tirreno, qui peut à mon avis prendre un peu les échappées matinales justement pour faire des bornes, pour refaire un peu la caisse. Donc voilà, moi de mon côté ça sera Marcelluzzi. Du côté des sprinters, Thibaut, pour toi quelle est l'équipe qui débarque avec le meilleur train sur ce Paris-Nice ? Le meilleur train pour une seule étape, pour Montargis. Ouais, il y en a peut-être une deuxième, non ? C'est vrai qu'au niveau des sprinters, il y a quoi ? Il y a Bini ? Une deuxième, tu veux laquelle de deuxième ? Je sais pas, dimanche il y a vent de face, même si ça sera pas notre idée, mais non, mais vent de face 5 km/h. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas, c'est vrai qu'il y a très peu. C'est rare de voir. Il y a qu'une seule étape au sprint pour moi. Ouais, t'as raison. Mais c'est Montargis. C'est rare. Donc ça sert à quoi de faire un train, de parler des trains pour une seule étape ? C'est vrai que c'est rare de voir un Paris-Nice où t'as qu'une étape au sprint. C'est rarissime, quoi. C'est rarissime. NSN qui vient avec Girmay. Après, je vois Ackermann. Je crois qu'on a du Alberto Dainese aussi qui est dans l'histoire, si je dis pas de bêtises, pour la Soudal.
Ouais. Alors je dois forcément en oublier un dans l'histoire. On a Milan Fretin pour la Cofidis. Non, mais Phil Baos. le meilleur train, c'est NSN. Faut pas chercher. Bah c'est le seul train, quoi. Voilà, ils sont venus presque pour une étape parce que c'est un parcours qui est très montagneux. Il y a aussi Jayco, mais le meilleur train de ce qu'on a vu en plus en début de saison, c'est NSN. Ouais. Non, Jayco, regarde, t'as Charman qui bénéficie de Mesgen, Kellan O'Brien et Luke Durbridge. Donc bon, il y a du moteur avec Sacha Sutterling juste avant, mais non, c'est vrai que train, il n'y a pas de doute. C'est pour la NSN. Ils sont bien en place, ils sont bien huilés. Il y a de la puissance partout, même le poisson pilote, le P2. Le P2 pourrait être poisson pilote, voire sprinter à quelques rares occasions. Le poisson pilote pourrait être sprinter lui-même. Donc non, c'est le plus beau des trains. Thibaut, on va basculer sur les pronostics de ce Paris-Nice. Donc voilà, si t'as un prono. Alors, je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques. Alors, ceci dit, je dis ça. J'ai pris 3 minutes dans le podcast d'avant pour rappeler toutes les précautions d'usage. Et dès que le podcast s'est arrêté, je me suis rendu compte que j'avais pas donné un seul prono sur le podcast. C'est pas plus mal. Mais oui, non, mais c'est voilà. Comme quoi, on peut faire des podcasts de vélo. On peut faire des previews d'1 heure sans donner un pronostic pur betting. Alors j'en avais donné un pour l'Estradé dans le podcast d'avant que j'ai redonné, mais c'est vrai que j'ai pas donné de nouveaux pronostics sur. J'avoue quand même que le Pellizzari top 10 m'a quand même titillé le cul assez sévèrement pour parler poliment, mais ouais, voilà, donc je le rappelle pour ceux qui mettent de l'argent, jouer avec excès comporte des risques, hein. Vous avez le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Moi je veux pas de mecs addicts à l'écoute du podcast, ou voilà, si vous avez des problèmes avec ça, allez, en tout cas, c'est pas nous qui allons vous mettre dans l'addiction. Nous on va vous dire d'être extrêmement prudent avec tout ce qui est paris sportif. Vous pouvez venir préparer vos fantaisies, notamment sur Side Limit, où il y a de très très belles dotations pour ce multitour où il y aura Paris-Nice et Tirreno Adriatico, et puis il y a d'autres fantaisies qui existent, hein. Moi je salue les copains de Vélo Futé, un big up à Titouan, et puis les autres jeux de fantasy, je crois Cycling Fantasy, enfin voilà, il y en a d'autres évidemment, et voilà, on peut s'amuser aussi. C'est sympa qui vient de sortir, je suis désolé, mais oui, les copains du côté de l'émission L'échappée de Winamax avec Paul Harrer et compagnie ont sorti un petit jeu où justement et en plus ça change des autres fantaisies, puisque là en fait tu choisis un coureur sur une étape, de toute façon c'est sur les 2 courses. Tu n'as pas le droit de le reprendre ensuite, en sachant qu'il faut que tu inscrives le moins de points possible. Donc en fait, le but, c'est de trouver à chaque fois le vainqueur d'étape, s'il est multiple vainqueur d'étape, de trouver le deuxième à chaque étape, tu vois. Donc il y a un petit côté stratégique, parce qu'il faut se projeter tout au long de la semaine. C'est rigolo ça. Mais alors, c'est qui fait ça? C'est chez c'est chez Patrick Bruel, ou c'est les mecs du podcast L'échappée qui ont créé eux-mêmes leur fantasy? C'est les mecs du podcast. D'accord, ok. Ah, cool. D'accord, donc sans forcément rapport avec l'entité mère, ils ont fait ça à côté. Ok. Moi, je te conseille, ça peut être, ça change en plus en termes de thématique. Grave. Ouais, non, belle idée. Et donc voilà, on peut venir préparer ses fantaisies, tout ça. Donc Thibaut, quel est, en plus je crois qu'au moment où on enregistre le podcast, je suis même pas sûr qu'il y ait des codes qui soient sortis sur Paris-Nice. Je suis pas convaincu. Donc Thibaut, ton prono, tes pronos, ton podium pour ce Paris-Nice 2026, et puis après on sera une petite preview de la première étape. Enfin, prono, on a déjà fait la preview, mais on fera les pronos. J'ai envie de te dire que ce sera une victoire au général de Jonas Vingegaard devant Juan Ayuso. D'accord. Si, il y a des codes sur le Bookref. Alors, j'ai pas encore ouvert. Tu lui donnes Jonas Vingegaard devant Juan Ayuso, et en troisième larron? En troisième larron, réfléchissons. J'ai envie de te mettre Oscar Handley. Assez logiquement, je pense que c'est le troisième honnêtement, j'ai pas regardé j'ai pas regardé la hiérarchie proposée, mais si je regarde les compos d'équipe, etc., surtout le profil en fait de ces étapes qui arrivent un peu au sommet,
En regardant la hiérarchie aussi qui s'établit, j'aurais pu prendre Kevin Vauquelin sur des étapes qui lui correspondent, mais ça correspond aussi à Onley. Onley paraissait quand même mieux du côté d'Algarve, donc je pense qu'il n'y a pas de raison de douter d'Oscar Onley. Et c'est des étapes qui lui correspondent totalement. Donc au final, hormis coup stratégique où tu pourrais avoir un coureur typé Ivan Romeo qui capitalise un peu sur une échappée et assez maligne et qui va chercher un podium comme ça, je vois difficilement autre chose que ces trois-là. Oui, ça se tient. Tu lui donnes, avant que j'ouvre les cotations, que je n'ai pas encore regardé, Jonas Vingegaard, tu lui donnes combien de pourcentage de chance de gagner ce Paris-Nice ? 65. D'accord. Donc ça veut dire que on va regarder les cotations. Alors, pas de value. Jonas Vingegaard, 1,57. 60. Il n'y a pas de value. Ouais, 65, c'est un 54. Ouais, non, il y a zéro value. Il y a zéro value. Moi, j'espérais, comme c'est sa course de reprise, j'espérais voir un petit Jonas à un peu plus de 2,25. Alors, je suis très surpris quand même. Je m'attendais à le voir aller au mieux à 1,80. On voit quand même que les bookmakers ont tendance un peu à surécraser les favoris. Donc non, 1,57, très clairement pour moi, il n'y a pas de value. Effectivement, les books ont un peu les mêmes cotations que toi. À la 3e place, on a Juan Ayuso à 3, Oscar Onley, donc la victoire à 8. Après, on a du Carlos Rodriguez. Moi, sur ce Paris-Nice, on sait que c'est un diesel, c'est pas un mec qui est forcément très punchy. Il est bon, hein, mais pour moi, Rodriguez... Ça va mieux Oscar Onley. Ouais, c'est-à-dire que Paris-Nice, c'est pas pour les punchers, enfin c'est aussi pour les punchers, mais il faut du punch. Pour ça, et Vauquelin, McNulty, Soler, et après Lenny Martinez. Lenny, moi je leur ai mis top 5, je pense que ça peut même aller châter un top 3. Après le problème c'est la régularité. C'est-à-dire que Lenny, on sait un peu la météo qui va, les projections, souvent Paris-Nice, le temps est dégueulasse. Je vais pas regarder. Souvent Paris-Nice, puis c'est vrai que des projections à 4-5 jours, ça n'a pas forcément grand intérêt. Mais c'est vrai que Lenny Martinez, une fois, il y a son père qui avait été interviewé sur l'équipe TV pendant une course. Ils avaient fait un phoneur pendant une course. Et il expliquait que Lenny, souvent, quand il faisait froid, 2-3 jours d'affilée, il avait des problèmes de récupération. Je pense que l'année dernière, quand il gagne son étape et puis que derrière il prend une tannée, je pense qu'il y a eu aussi ce problème-là. Il y avait eu un reportage d'ailleurs à la télé, Intérieur Sport, il me semble, sur Lenny Martinez. Oui. Et voilà, donc ça c'est des petits tips à noter sur Lenny. Donc pour moi, classement général, voire top 3, en fonction des cotations qu'il y a, très clairement, il y a rien, enfin c'est bien, quand c'est bien coté, faut le dire, hein. Il y a rien de particulier évidemment, pour vos fantaisies, forcément avoir du Jonas Vingegaard, ça sera, je pense, quasi indispensable. Et même sur sa limite, hein, pour les classements par points, vu qu'il n'y a qu'une seule étape au sprint, oui, mettre du Girmay, pourquoi pas, mais presque envie de dire, je pense qu'au classement du maillot vert, il faudra regarder les barèmes, peut-être même qu'un Vingegaard, ça peut faire la blague aussi au classement par points, quoi. Je vais regarder les match-ups, Thibaut. Vas-y. Je vais regarder les match-ups, on va les découvrir ensemble. Il y a peut-être un petit truc plutôt à faire du côté des match-ups. Alors, ça c'est Frade Bianche, Paris-Nice. Vlasov contre Higuita, avec Higuita à 3,25. Turgis contre... Tu les as en France, hein. Hein ? Ah, ils sont sortis ? Tu les as sur un book. Turgis contre Orluis Saolar. Alors, je trouve ça complètement ridicule de mettre deux mecs non grimpeurs pour un classement général. Attends, c'est l'étape 1. Ah non, ça c'est l'étape 1. Non, je suis con. J'étais sur la première étape, donc rien à voir. Donc là, on va aller, voilà, vainqueur final face à face. Voilà, ça c'est ça. Vlasov Romeo, McNulty contre Daniel Felipe Martinez. Moi, il y en a un qui me plaît là, Thibaut. Il y en a un qui me plaît. David Gautu contre Valentin Paré-Peintre. VPP, hein, à 2,25. Hein. Contre Valentin ? Ouais. Valentin Paré-Peintre contre David Gaudu. Et en France, c'est contre Aurélien. Ah d'accord, c'est marrant. Sur le Bookref, c'est contre Valentin. Ouais, et en France, c'est du côté d'un petit trèfle en ligne. Ok. Je pense que le mec a dû se planter en rebouquant le truc. Non, Gaudu, c'est pas... On le voit, c'est... Alors après, attention, hein, Gaudu, c'est le mec le plus impronosticable de la Terre. On sait que il peut... à tout moment, il peut sortir de sa boîte et nous faire un top 3 sur Paris-Nice. Maintenant, Valentin Paré-Peintre,
Il se prépare vraiment, surtout depuis le départ de Remco, à prendre un peu le lead de cette équipe Soudal sur certaines courses par étape. On sait, et c'est annoncé depuis un moment, qu'il veut perfer sur les courses World Tour d'une semaine, qu'en signant à la Soudal, il avait aussi anticipé le départ de Remco pour justement avoir un petit peu les coups des franches sur ce type d'épreuve. Il l'a préparé, il n'a pas été incroyable sur le Tour d'Oman parce qu'il y a eu une chute. Voilà, il était assez déçu, mais je pense que la chute sur la première étape, ça l'a, à mon avis, plombé. Donc, sinon, la préparation a été bonne. Il n'y a pas eu de maladie. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, moi, Valentin Paré-Printh, 2,25 devant David Gaudu. Ouais, pour moi, il a un bon 55% de chance d'être devant lui. Donc, il y aura un petit 0,15, un petit 0,20 sur cette histoire-là. Toi, tu le sens pas comme ça? Non, moi, en fait, moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu vas vite la comprendre. Ewan Kostyu, il est meilleur que David Gaudu ou pas sur ce Paris-Nice? Je pense qu'il va être meilleur que David Gaudu. Ouais. Donc en fait, est-ce que son top 10 en France, du coup, c'est remboursé si ça ne l'est pas? C'est pas un free roll. Enfin, est-ce que son match-up, c'est pas un free roll sur son top 10? Parce qu'il est quand même face à Nicolas Vinokourov. Nicolas Vinokourov, on va rappeler quand même qu'il a dans son équipe. Tennyson ne fera pas le général. Il a Sergio Higuita qui peut faire le général. Il a Terrada qui peut faire le général. Nicolas Vinokourov, il est leader de son équipe? Non, mais alors attends, Nicolas Vinokourov est proposé en match-up? Il est proposé en match-up et du côté de la France. Contre Ewan Kostyu. Wow. Oui. Donc, Ewan Kostyu est à 2,40. Il est à 2,40. Ouais, non, mais je le vois à 2,37 sur le Boukref. Non, mais c'est de la folie, ce truc. Oui, non, mais que ce soit en fait pour les francophones de l'étranger ou pour les Français, c'est remboursé si les deux coureurs sont hors top 10. On est d'accord que ce match-up, en fait, ça revient à dire Ewan Kostyu est top 10 et s'il l'est pas, c'est remboursé. Alors après, Nicolas Vinokourov, je crois, il avait pas gagné l'étape du Mont Fuji sur le Tour du Japon, il me semble. Alors je sais qu'il y en a qui rigolent, les mecs qui écoutent le podcast, ils disent le mec nous parle du Tour du Japon. mais non, le Mont Fuji c'est dur quand même. Le Mont Fuji c'est dur, mais il me semble que... Oui. Non mais ok, possible, mais est-ce que c'est pas une surréaction à son résultat au classement général où il fait top 10 de la Lula Tour, en sachant que de toute façon, dans tous les cas, Sergio Higuita était devant lui et que sur ce type de parcours, quand même, ça correspond bien à un Sergio Higuita qui a montré quand même une belle patte et dans le pire des cas, il y a quand même Terrada qui reste présent. Donc Nicolas Vinokourov, est-ce qu'il est leader? Non. Est-ce qu'il est co-leader? J'y crois pas. Il vient quand même avec une stature de coéquipier, à moins que j'ai loupé quelque chose. Ouais, non, sauf si le daron... Non, j'ai halluciné pour l'étape du Mont Fuji, je retrouve pas ça du tout. Donc j'ai complètement rêvé sur cette histoire-là. Oui, non, Nicolas, à moins que le daron tape du poing sur la table et dise non. Alors bon petit coup, très intéressant à écouter en interview. D'ailleurs, il y a le frangin qui est DS. Alexander, donc fils, voilà, c'est deux jumeaux, ils sont monégasques, ils parlent parfaitement le français. Les deux sont passionnants ça se voit que ça a mangé vélo depuis le biberon, quoi. C'est vraiment, les deux sont passionnants. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. En plus, Ewan Kostyu cherche à développer. Moi, ce bet, je l'aurais complètement inversé, quoi. Donc ça c'est je vais ranger mon Valentin Paré-Printh contre David Gaudu parce que où je vais un peu mais celui-ci il est c'est celui qui m'interpelle le plus, en fait. Ah oui, non, carrément. Non, celui-ci, il sera, il y aura une plus grosse mise parce que Ewan Kostyu, en plus, et on a écouté notamment Samuel Ratagaz, qu'on big up, qui a interviewé celui qui remplace Marc Mado, là, Thierry, je sais jamais son nom correct, Cotteret. Chaque fois, qui m'excuse, je bouffe un peu son nom. Mais tu vois, mais attends, là, je suis sur le Boukref, match-up. Mais attends, mais en plus sur le Boukref, j'ai l'impression que ça appuie sur Nicolas Vinokourov. Maintenant, j'ai Ewan Kostyu à 2,62. Ou alors il y a une info qui nous est... Là, on s'y connaît en vélo comme B2O. Là, il y a un truc qui nous échappe, Thibaut. Mais tu l'as en France, là, actuellement à 2,4 si jamais. Oh là là là. Ça c'est beau, parce que pour moi, c'est Ewan Kostyu à 70%. Quoi. Honnêtement, t'as l'avantage là en France de pallier à tout risque avec, dans le pire des cas, un remboursement si hors top 10, ce qui est possible. Mais même pour les francophones, honnêtement,
je suis pas loin de penser que ça reste quand même assez solide. Hein. Bah ouais. Autant il y en a certains, tu vois, dans certaines possibilités, je me dis en France c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que tu as quand même la possibilité d'être remboursé, mais là honnêtement, même si c'est pas remboursé, c'est pas dérangeant dans l'absolu. Hein. Alors après Nicolas Vinokourov, le seul truc c'est que on va arriver un peu sur ces terres d'entraînement sur la fin de l'épreuve, mais je sais même pas si Wayne Kostiou a pas aussi déménagé dans le sud. C'est un breton évidemment, hein, mais on sait que tous les bretons maintenant pour aller courir, enfin la plupart, il y en a beaucoup qui déménagent sur Nice dans ces coins-là parce que les conditions d'entraînement sont largement meilleures. Je te le répète, Higuita était au-dessus de lui du côté de la Tour, il fait deuxième de son équipe, il est septième du général, ok, mais enfin Terrada il nous a montré du côté de l'UAE Tour aussi qu'il était en condition. Donc pour moi, Vinokourov il est ni leader ni co-leader et il est équipier parce qu'au bout d'un moment tu peux pas avoir un trident surtout sur Paris-Nice. Oui, non mais oui, puis puis on l'a jamais vu, enfin les deux courses en Ardèche, ok, pouvait être équipier, mais enfin il fait 38 et 45, Classique VAR 14, oui, non, il y a clairement une surréaction à son top 10 sur la Loula-Tour. Attends, je regarde juste un truc, c'est la composition d'équipe pour le contre-la-montre. Parce que même là, tu vois, est-ce que les Groupama vont pas prendre du temps sur les sur les Astana? Kostiou a bossé les chronos pendant l'hiver, c'est ça qui était intéressant dans l'interview que Samuel avait eu du nouveau boss de la Groupama, c'est qu'il expliquait qu'aussi Kostiou avait travaillé les contre-la-montre pour justement ces courses par étapes. Donc moi je pense qu'à minima, à la Groupama, on vient au moins avec 2 leaders. Et on a en plus de Rémi Cavagna, Johan Jacob, on sait que ça roule. Clément Rousseau, c'est correct. Papa, Rudy Mollard, c'est pas dégueu. Hein. Non, c'est pas dégueu dans l'absolu. Pour moi, ça devrait être au-dessus en termes de contre-la-montre que la XS Astana. Ils vont pas leur prendre non plus énormément de temps, mais ça doit être au-dessus. Donc déjà, rien que dans la hiérarchie du chrono, ça doit être au-dessus. Non, mais... Et pour le reste, les étapes, elles correspondent quand même bien aussi à Ewan Kostiou. Hein. C'est son style d'étape, hein, ce petit truc up and down, un peu punchy, un peu court, ça lui va très bien quand même. Et puis, possibilité de temps de dégueulasse aussi, comme on a souvent à la fin sur Paris-Nice. Et lui, Kostiou, le temps dégueulasse. Alors, encore une fois, j'ai pas vérifié la météo, hein, mais temps dégueulasse, il aime bien. Donc moi, Ewan Kostiou, je lui donne au moins 70% de chance de terminer devant Vinokourov. Donc ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment intéressant. On aura un petit œil sur Mathis Rondel. Moi, j'aimerais bien qu'il aille chatter un top 10. J'aime vraiment bien ce coureur. Et voilà, pas mal. Voilà. Ça aura 2 petits match-up. Deux petits match-up avec Valentin Paré-Peintre devant Godu. Ça sera une petite mise. Et Ewan Kostiou devant Nicolas Vinokourov. Donc, je pense, voilà. Le bet contre Godu, je pense que ça sera du 0-1 et le pic contre Nicolas Vinokourov, là on va plutôt envoyer du 0-3, 0-4. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus de chances. Thibaut, pour terminer ce podcast, les pronostics de la première étape ? Je pense que tu as deviné mon vainqueur avec ma question de l'autre jour. ouais, dans du podcast précédent, on avait terminé le podcast là-dessus. Ouais, je pars sur une victoire de Jonas Vingegaard en solitaire. Ouais, donc faut qu'on explique. Alors les cotations, hein, on a Binyam Girmay à 7,50, on a du Zingle à 9, Dorian Godon à 11, on a Vacek à 15, Jonas Vingegaard à 21, Juan Ayuso à 21. Effectivement, sur le premier passage de la côte de l'Otil, de la côte de Chanteloup-les-Vignes, si les Visma veulent durcir la course, ils peuvent durcir la course, hein, la Lidl Trek aussi. Encore une fois, c'est un truc, on en parlait hier en antenne, et pensez-y aussi quand vous analysez les courses, c'est que finalement, on voit beaucoup plus d'écart, on va dire, sur des routes qui sont petites avec des vaut mieux, en gros, une route très peu large avec du 6% de moyenne que une route hyper large avec presque du 10% de moyenne, hein, presque, hein, comme on voit par exemple sur les courses au Moyen-Orient. Bon, là il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rétrécissement au pied de la côte de Chanteloup-les-Vignes. En plus, en amont du pied de cette côte, on a quand même un faux plat qui dure 1 km, 1,5 km. Déjà, ça peut un peu user les jambes. Il va y avoir une énorme bataille de placement et ceux qui vont être mal placés en haut de la côte de Chanteloup-les-Vignes au premier tour, ça va être très compliqué de réussir à se replacer pour le deuxième tour. Donc si vraiment les Visma veulent
épailler le peloton, il y a possibilité. Une fois sur le plateau, bah, ça va pas être une descente, donc compliqué. Honnêtement, je pense qu'ils vont le faire. Souple, Si tu me poses la question, je pense qu'ils veulent le faire parce que c'est pas une équipe à rester sage souvent et à attendre la dernière bosse comme ça. Donc, pour moi, ils vont dès le premier passage, ils vont commencer un petit essorage et puis après, ce sera tapis sur la dernière montée parce qu'il y a quand même moyen d'aller chercher quelque chose et c'est une étape où Jonas Vingegaard peut déjà taper du poing sur la table. Après, bah moi j'aime bien Lenny dans cette histoire parce que la petite côte là, franchement, faut qu'il soit placé. Mais c'est un mec qui sait faire aussi, tu vois, il connaît le vélo, Lenny Martinez. Si les Bahreïn arrivent à le placer, je pense pas que Jonas le torpille complètement. Et puis après, s'ils partent à 2 ou même à 3 avec Ayuso, Lenny il sait faire. S'il voit Ayuso et Vingegaard qui commencent à se barrer tous les deux, Lenny, qu'est-ce qu'il va faire, Lenny? Il va se faire oublier derrière. Voilà. Puis il va les tarter au sprint. Il va savoir faire l'effort au bon moment. Donc moi, je pense que Ayuso le tabasse. Au sprint ? Sur un sprint plat, je pense qu'il le tabasse. Ah oui, sauf si Lenny a pas roulé pendant 5 bornes. Mais après, oui. Oui, mais déjà, faut les suivre, les deux cocos. Mais après, ouais. Après, je te dirais, les cotes, elles sont à 21. Je dirais que la double chance... Moi, 35. 20 en France. 20 en France, là où je t'ai dit, du côté du trèfle... Ouais. Du trèfle en ligne, Ayuso et les deux ont la même cote. Ayuso et Vingo sont à 35. Ouais, mais je pense que la double chance elle est bien en fait. Je pense que la double chance elle est bien en min bet à 0,0. Moi, je vais être honnête. Mon prono c'est Vingo, mais ce que j'ai pris 3 mecs. J'ai pris Ayuso 35, Vingo 35, Vauclin 40. Pas mal. Ça peut aussi faire la blague sur ce type. Je préfère quand même Vauclin sur ce type d'étape. Surtout quand la hiérarchie n'est pas encore dessinée. Onley, ce sera mieux sur les autres. Oui, ce sera un peu plus open down, à mon avis. Sur un sprint plat comme ça, un Vauclin est quand même un peu mieux qu'un Onley. Onley, c'est sur les sprints en ascension où il va être quand même énorme. Sur une bataille de placement, c'est le entre Vauclin et Onley, lequel, on va dire... peut Vauclin laisser faire. Ouais. Parce que ça va être ça, ça va vraiment être une putain de bataille de placement, quoi. Sur ton book, vu que t'aimes bien, je te pose la question, moi j'aime pas particulièrement, mais vu que toi t'aimes bien, Martinez, il est proposé à combien sur le book ref? Martinez. Lenny, non, Lenny, il est à 51. Tu l'as à 80, si tu veux. Ouais, une quadruple chance, Ayuso, Vingegaard, Vauclin, va falloir quand même réussir à tenir les mecs, mais ouais, une triple chance. Après, c'est vrai que Juan Ayuso, quand même, au sprint, il est chaud. Juan Ayuso, au sprint, il est chaud. Non, mais moi Vauclin, je l'ai un peu moins appuyé que les deux autres. Ouais, non, mais... Je crois beaucoup plus au solitaire de Vingo. J'élude pas le cas où Ayuso le suit, et si Ayuso le suit, honnêtement, je pense qu'Ayuso le tape. Donc je peux pas me permettre de ne pas le prendre, tu vois. Même si mon prono reste Vingo, même si je crois plus en Vingo, je peux pas me permettre de ne pas prendre Ayuso dans une journée que je vois trop explosive pour les sprinteurs, trop asphyxiante pour les sprinteurs, et dans une journée qui risque de tourner à une bataille et à des coups de poing rendus coup pour coup par les leaders du classement général. Ouais, totalement. Bah écoute, moi ça sera double chance Ayuso ou Jonas Vingegaard avec du 0,02% de bankroll, donc c'est du 2 € sur une bankroll à 10 000 €, du 1 € sur une bankroll à 5 000 €, donc on va partir en safe. Enfin en safe, non, il n'y a rien de safe, mais je veux dire en léger, évidemment. Voilà, j'aime pas ce mot safe dans les paris sportifs. Bah écoute, merci beaucoup Thibaut. Un petit truc à rajouter ? Non, pas du tout. Je sais pas si... Non, je regardais les match-up vite fait de l'étape, mais je sais pas, non. Je crois qu'il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Oui. Non, mais c'est clair, à partir du Girmay est favori, 7,50, donc on voit que les books ont déjà beaucoup de mal à se placer sur cette étape-là. Moi, après, peut-être que je dis une connerie, mais je vois vraiment pas Bini... Je vois pas trop dans quel scénario Bini la met au fond, à moins que les Visma décidaient de pas emballer la course, ni les Visma, ni les Lidl, mais enfin là, oui. Attends, je regarde juste un truc, parce qu'il y a un truc qui m'interpellera, même si la lecture est fausse. Ouais,
Tu vois, genre, même si la lecture... Ah, quoique, ouais, non. Non, quoique, est-ce que je le vois? Grande question. Parce que même si la lecture est fausse et que ça finit en petit comité, on va dire du 21 au sprint, Alexander Vlasov, il nous a montré qu'il peut aller chercher quand même un résultat, un podium, un top 10. Il est chaud, Alexander, là, en ce moment. Et est-ce que Pity bascule dans ce type de scénario? Je suis pas sûr. Donc au final, Vlasov, ça reste quand même... Je suis pas sûr, honnêtement. Je suis pas sûr, même mon Pity nous a montré quand même une belle forme, donc j'ai un point d'interrogation. Ok, ça marche. Thibaut, preview sur Going Full Gas? Non, les previews de Paris-Nice seront sur Vélo Futé. D'accord, donc Vélo Futé pour les previews de Paris-Nice. Les previews d'Enzo, vous les retrouvez sur son site The Big Gear, son compte Twitter, Analyste Phoenix. Toi Thibaut, on te retrouve sur X, ton Twitter, Thibaut Chambre. T'as un Discord également, il y a du monde sur ton Discord quand même. Hein. Ah oui, c'est de mon ancien site. Et lui, il y en a un qui me chambrait l'autre fois. Bah, je le prends bien, c'est du chambrage. c'est du chambrage. Ils ont dû me voir, ils disent, regarde ce qu'il a dit. Ah, ça va. Comment il s'appelle? Mats Pedersen, je crois. Je l'embrasse. Ça va, mais c'est de bonne guerre. C'est parti du truc. Le poutreur. Voilà. Le poutreur. Ah, le fameux. Ah, c'est lui le poutreur. D'accord. Ok. Après, la critique et les haters sont les signaux du succès. Il faut savoir les accueillir avec fierté. Et puis après, voilà, hein, les réseaux sociaux du Coup Tordu, je vous en ai parlé en début d'émission. N'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, la chaîne YouTube du Coup Tordu. Allez sur la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a un épisode qui sort, vous serez au courant les prochains épisodes. Donc voilà, on se retrouvera soit dimanche dans la soirée, soit lundi dans la soirée pour cette grande semaine qui s'annonce très très sympa entre Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. Et merci à tous. Ciao les amis. Ciao.